Bon après-midi. Vous êtes nombreux à me poser des questions et comme je vous ai dit tout à l'heure, il me sera difficile de répondre individuellement aux questions qui me sont adressées inbox. Pourquoi je ne suis pas capable de le faire? Je pense que nous devons apprendre à partager entre nous. Nous devons partager nos connaissances. C'est pour cela que j'ai choisi d'être enseignant. Nous devons apprendre à partager même nos propres limites. C'est justement en exposant nos propres limites que nous pouvons les transcender. Le fait de vouloir toujours que, en répondant d'ailleurs publiquement aux questions qui me sont posées inbox, je permets qu'il s'instaure entre nous un véritable échange qui, ma foi, manque à notre pays, à notre espace public depuis un certain nombre d'années. Vous savez, pour arriver au fond du trou comme nous le sommes aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en une matinée. Bien au contraire, ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour se construire. Exactement comme l'ivraie. Comme l'ivraie pousse dans un champ, et chacun de nous sait ce que c'est qu'un champ. J'ai dit tout à l'heure, dans mon adresse à vous, qu'il y avait des témoins. Il y a des hommes et des femmes qui ont vu comment Monseigneur Bala était assassiné. C'est vrai. Bonsoir Éric Martial Bonnet. Bonsoir Thierry Watio. Bonsoir Mfoufou Broger. Bonsoir Caroline Champagne. Bertrand, bonsoir. On ne peut pas enlever. Aujourd'hui, nous avons des preuves que Monseigneur a été enlevé. Et ce n'est pas une seule personne qui l'a enlevé. Cette personne avait des complicités. Donc cet enlèvement a une multitude de ramifications. Et il faudrait qu'un segment de ces ramifications cède pour que nous ayons la vérité. Nous avons besoin de la vérité pour pouvoir faire un deuil collectif. Nous avons besoin, ce deuil, pour moi cet assassinat, est un électrochoc qui doit nous mettre debout. Nous avons beaucoup subi dans notre pays. Et l'assassinat de Monseigneur est en fait la goutte d'eau qui vient remplir complètement le vase. Et quand un vase est rempli, les eaux se déversent. On a subi beaucoup de choses dans notre pays et face à ces choses-là, nous avons été indifférents. Donc il y a un construit de l'indifférence dans notre pays et qui date de plus de 30 ans. C'est-à-dire que petit à petit, on a construit l'indifférence, on a appris à l'autre à ne plus regarder l'autre comme étant le prolongement de soi. On a appris à se réjouir des malheurs de l'autre. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans les groupes qui sont nés dans les réseaux sociaux. Vous avez des groupes qui appellent à la guerre. Tous les jours, ils appellent à la guerre. Ils appellent à la haine de l'autre. Vous avez des groupes qui, eux, n'appellent pas à la guerre, mais c'est tout comme, qui appellent à l'indifférence, qui cultivent le sectarisme, qui cultivent l'individualisme. Et ces groupes-là catalysent, renferment toutes les attentions au point où nous ne savons plus où est véritablement l'essentiel. Moi, je continue à dire que nous sommes une société qui a des identités particulières. Ces identités, elles ne sont pas politiques. Les identités particulières dans un pays ne doivent pas être politiques. Les identités particulières dans un pays doivent être culturelles. Et ce ne sont pas les identités culturelles qui construisent une identité politique. Bien au contraire.
L'identité politique a pour mission justement de forger l'État et la nation. Et un pays comme le nôtre est d'abord une nation avant d'être un État. Si vous voulez d'ailleurs, j'ai toujours pensé que le Cameroun était un État-nation parce que les deux, la nation et l'État, sont nés en même temps dans notre pays. C'est ce que j'ai toujours appelé le co-engendrement État et nation dans un pays comme le nôtre, qui, à l'origine, n'est pas une nation, c'est une juxtaposition de tribus, c'est une juxtaposition d'ethnies. Et à partir du moment où les Allemands arrivent au Cameroun, ils décident de mettre ensemble ces différentes ethnies, tracent les frontières et nous disent « Vous êtes à partir d'aujourd'hui une nation et en devenant une nation, vous devenez aussi un État. » Nous avions des valeurs. Nous avions des valeurs. Si nous n'en avions pas eu, les Allemands ne seraient pas restés. C'est parce qu'ils ont vu que nous avions des valeurs qu'ils ont décidé de rester et de nous aider à avancer vers ce qu'on appelle une nation et un État moderne. Pendant 40 ans, nous avons marché avec les Allemands. Ils ont essayé de fédérer dans un espace public les différentes tribus, les différentes ethnies. Ils ont choisi 4 langues pour nous les apprendre dans les écoles. Nous avons une histoire particulière en Afrique centrale. Nous avons été allemands à une époque, puis nous sommes devenus français à une autre époque. Nous nous sommes retrouvés pris entre deux feux d'une guerre qui ne nous concernait pas. C'est pour cela que nous sommes un peuple particulier en Afrique. Pendant de très longues années, nous avons résisté, même sous la domination française, à devenir un peuple assujetti à la France. Nous l'avons fait. Nous l'avons accepté. Et nous nous sommes battus pour accéder à l'indépendance. Cette indépendance-là, elle a été acquise au prix de nombreux sacrifices. Ne laissons pas tomber tout ceci aujourd'hui, par notre indifférence que nous cultivons. Si nous laissons tout cela tomber, mes chers amis, bien évidemment que l'herbe à laquelle je faisais allusion tout à l'heure va se répandre un tout petit peu partout et elle va prendre profondément racine dans notre pays au point de tuer tout ce que nous avons comme valeur. Ne cédons pas à la tentation de l'ethnicisme, ne cédons pas à la tentation de l'indifférence. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, chaque tribu dans notre pays a une langue, a une culture, a ses danses, a ses croyances. Mais nous devons aider le Cameroun à se construire en mettant ensemble ces différentes cultures, ces différentes croyances dans notre espace public pour que chacun puisse s'y servir. Si nous ne nous le faisons pas, nous voyons ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire le triomphe de l'indifférence. Le décès de Monseigneur Bala montre jusqu'où nous sommes allés dans l'indifférence. Il n'y a personne qui rentre dans un processus d'assumation du malheur dans notre pays. Nous sommes dans l'indifférence du malheur, nous sommes dans l'indifférence même du bonheur qui arrive à l'autre.
nous assistons de manière indifférente à la mise à mort de l'autre, comme nous le voyons avec ce qu'on appelle la justice populaire dans notre pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana il n'y a pas très longtemps. Un jeune officier de l'armée qui a été brûlé vif parce que simplement quelqu'un avait crié au voleur. Il y a plein d'innocents dans notre pays qui sont assassinés de cette manière-là. Ce n'est pas seulement chez les autres, c'est aussi chez nous. Et nous devons prendre conscience. Et quand on a pris conscience de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit plus jamais ça. On dit nous n'en voulons plus. Nous devons dire nous n'en voulons plus. Quand on n'en veut plus, on plie et on met à la poubelle. Qui a tué mon Seigneur? Cette question, nous devons nous la poser. Nous ne devons pas seulement nous la poser. Nous devons la poser à nos autorités, au délégué général à la Sûreté nationale, au secrétaire d'État à la gendarmerie. Nous devons la poser à nos élus à l'Assemblée nationale. Nous devons la poser à nos sénateurs, élus et désignés. Ils représentent le Cameroun. Mais nous-mêmes dans notre fort intérieur, nous savons qui a tué mon Seigneur. Nous le savons parce que dans nos maisons, nous gardons les meurtriers. Pour tuer cet évêque, je vous assure, il y a eu au moins une vingtaine de personnes. Il y a qui ont été chargés de l'enlever. Il y a qui ont été chargés de la tirer hors de chez lui. Il y a ceux qui l'ont ligoté. Il y a ceux qui l'ont torturé. Il y a ceux qui sont allés déposer le corps. Il y a ceux qui ont trouvé le corps. Il y a ceux qui parlent dans les médias. Tout cela, justement, est parsemé d'indices qui doivent nous amener à désigner le meurtrier. Ce n'est pas seulement pour Monseigneur que nous devons désigner les meurtriers. Nous devons désigner les meurtriers pour nous-mêmes, pour cette psychanalyse collective à laquelle je nous appelle depuis le 28 date de son enlèvement. Nous devons y aller. Nous devons nous lever comme un seul homme. Tout à l'heure, je communiquais encore avec quelques personnes. Jusqu'à ce matin, la date des obsèques, c'est le 14, c'est les 14 et 15. Levée de corps, le 15, le 14, autant pour moi. Une messe à la cathédrale de Yaoundé. Ensuite, départ pour Bafia, où une longue veillée aura lieu. Et enfin, enterrement le 15. Depuis maintenant 3 jours, je nous invite à la révolution de la rose blanche. Je demande à tout un chacun de mettre du blanc. Je demande à tout un chacun de se munir de sa rose blanche tout le long du parcours depuis l'hôpital général jusqu'à la cathédrale et de la cathédrale jusqu'à Bafia. Nous devons montrer aux autorités camerounaises que nous ne sommes plus d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Nous devons le montrer de façon pacifique, mais visible. Souvenez-vous du discours de Thomas Sankara au sommet de l'Union de l'OUA à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine. Thomas Sankara disait, si je vais seul, alors je ne serai plus avec vous au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il avait parfaitement raison. Plus nous sommes nombreux, plus ceux qui nous gouvernent se rendront compte que nous sommes conscients de ce qui nous arrive et surtout que nous ne
Nous ne voulons plus y participer, même de façon passive. Si nous ne nous mettons pas en marche, si nous n'entrons pas dans un processus de résistance interne et collectif, alors il ne se passera rien. On continuera à tuer. Et certains chefs d'État continueront à dire « Le seul pays que j'aimerais bien gouverner, c'est le Cameroun, parce que là-bas, le peuple est atone, il est amorphe, il n'est pas capable de se révolter, il n'est pas capable de revendiquer même ses propres droits. » Roméo, je ne suis pas procureur de la République. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas délégué général à la Sûreté nationale. Je n'ai donc pas d'indice à donner. Chacun de nous peut se poser des questions en regardant tout simplement les photos qui nous sont servies. Chacun de nous peut le faire. Chacun de nous peut aider à l'éclosion de la vérité. Et c'est la vérité qui nous rendra plus que jamais libres. Vous le savez autant que moi. Oui, vous le savez. Faire semblant de ne pas le savoir, c'est se rendre complice de tous nos malheurs. Nous devons être une nation et un peuple ambitieux. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le vivre. Il faut le construire. Je ne crois pas que l'évêque ait déclaré à un moment donné qu'il se sentait en danger. Il ne l'a pas déclaré. Nous n'avons pas de traces qui nous disent qu'il a déclaré qu'il était à un moment donné de sa vie en danger. Pour ceux qui veulent absolument lier la mort de l'abbé Armel Ndjama, qui était jusque-là directeur du petit séminaire Saint-André de Bafia, au décès de Monseigneur Bala, alors il nous revient de demander l'exhumation et que l'autopsie aussi soit pratiquée sur la dépouille de l'abbé Ndjama. Alors oui, si nous avons affaire à une mafia à l'intérieur de l'Église, nous le saurons. Nous devons le demander même aux évêques. Être évêque fait tout simplement de vous un prince de l'Église. Ça ne fait pas de vous un saint. Il y a des évêques qui vont en enfer, disait toujours Monseigneur Ama. S'il y a des évêques qui ont participé à la mise à mort de Monseigneur, ils doivent être dénoncés. S'il y a des prêtres qui ont participé, ils doivent être dénoncés. C'est pour cela que j'ai publié de nombreuses vidéos avec des interviews de prêtres qui sont contradictoires les unes les autres. Quand le vicaire général déclare que l'évêque a fait des lettres qui étaient des lettres de remerciement, qui devaient être déposées à l'annonciature, et que le nom se dit « je n'ai pas reçu de lettre », nous devons nous poser des questions. Oui, nous devons nous poser des questions. Quand la Cameroun Religious Association, des prêtres, des religieuses et religieux, des séminaristes étudiants à Rome explose parce qu'ils ne sont pas capables de se repartir les 50 000 € offerts par le couple présidentiel lors de son dernier passage à Rome, alors oui, nous devons nous poser des questions et nous devons dire que les prêtres ne doivent pas être au service de l'argent. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dénoncer. Moi, à plusieurs reprises, je l'ai dit. Il y a une collusion entre le pouvoir politique au Cameroun et l'Église. Souvenez-vous de l'ouvrage que j'ai rédigé en 2005, Église et État-nation, un couple tenté par l'adultère. Beaucoup d'autres politologues et sociologues s'y sont intéressés,
dans un pays comme la RDC, dans un pays comme la Pologne. Beaucoup en ont fait un nouveau champ de recherche. Mais au Cameroun, vous savez que le livre a été interdit dans les universités. Nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas subir ce que nous subissons là, de manière passive et complice. Chacun de nous doit sortir de son petit confort. Chacun de nous doit s'intéresser à ce qui se passe chez son voisin. Non pas dans une curiosité malsaine, mais dans le but de construire un véritable espace d'échange entre nous. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Je suis profondément convaincu que si nous le faisons, nous léguerons alors un autre Cameroun à nos enfants. Peut-être parce que pour nous, il commence à se faire tard. Le cancer est profond, celui qui ronge notre pays. Et vous savez que le cancer a ceci de particulier, c'est qu'il étend ses métastases assez rapidement pour s'emparer de tout l'organisme. Notre pays est profondément malade. Je suis convaincu qu'au Cameroun, il y a deux types d'églises. Il y a l'église de Jésus-Christ et il y a une église satanique. Et l'église satanique est en train de triompher. Nous devons demander à nos évêques pourquoi ils se plaisent tellement à rouler dans des grosses voitures, dans les 4x4 offerts par l'État du Cameroun, alors que normalement, ils doivent vivre leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Souvenez-vous des évêques qui ont remplacé les premiers évêques missionnaires. Monseigneur Athanas Bala, il est encore en vie. Monseigneur Ama, Monseigneur Paul Etoga, Monseigneur Jean Zoua. Avez-vous vu à leur époque ces évêques-là rouler dans de si grosses voitures? Au moins ces 4 évêques. Nous les avons vus rouler dans les voitures les plus pauvres. Je n'ai pas connu quelqu'un d'aussi pauvre que Monseigneur Paul Etoga. Qu'est-ce qui fait que les prêtres, les évêques aujourd'hui cessent d'être les princes de l'Église pour devenir des princes du monde? Qu'est-ce qui justifie cela? Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour vous aider à prendre conscience du mal profond qui nous ronge. Qu'est-ce qui justifie que les évêques désertent l'Église? Souvenez-vous de la messe, je ne sais pas comment il faut la qualifier, de remerciement ou d'action de grâce de Rigobert-Song. Qu'est-ce qui expliquait que l'archevêque de Yaoundé déserte sa propre cathédrale pour aller célébrer une messe dans un centre païen qui est le palais des sports? Qu'est-ce qui justifiait ça? La cathédrale était trop étroite? Le sanctuaire marial de Mvoli était trop étroit? C'est le goût de mondanité. Et nous devons dire non. Nous devons dire aux évêques que leur place est dans l'Église et non dans les organisations mondaines. Nous devons aujourd'hui dire, nous voulons un espace public sain. S-A-I-N. Nous voulons d'un espace public qui rassemble, d'un espace public qui ressemble au monde que nous voulons construire. C'est-à-dire un monde débarrassé du tribalisme, un monde débarrassé du sectarisme, un espace public débarrassé de cette haine qui s'est enracinée dans nos cœurs
et dans la vie quotidienne du peuple camerounais. Nous nous plaisons trop dans les malheurs qui frappent les autres. Nous sommes toujours en train d'aller chercher des exemples ailleurs. Aujourd'hui, on nous dit Macron. Hier, on nous disait Barack Obama. D'autres ont dit Hillary Clinton. Mais dans notre propre espace public, qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays se mette véritablement debout? Qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays ne soit plus entre les mains de moins de 2% de Camerounais? Moins de 2% de Camerounais gèrent toute la richesse de notre pays pendant que 98% de Camerounais croupissent dans la misère. Qu'est-ce qui justifie cela si ce n'est pas notre passivité, si ce n'est pas notre refus à l'engagement? Parce que chacun est toujours en train de dire « j'ai un cousin, peut-être il pensera à moi demain ». Nous devons sortir de là. Nous devons sortir de tous ces petits arrangements. C'est quand nous serons sortis de là que nous nous occuperons de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont tant fait de mal à notre peuple. J'ai vu hier la démission du directeur général de Camrail. Mais vous savez que depuis 10 ans, le mouvement camerounais pour la social-démocratie que je préside demande que l'on renationalise le chemin de fer au Cameroun. Ça fait depuis 10 ans. Je voudrais que l'on me dise, dans les pays que nous prenons en exemple au quotidien, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, je voudrais que l'on me dise où le capital dans le transport en commun est détenu par des actionnaires étrangers. Je voudrais que l'on me dise où. Quand on fait rouler des vieilles locomotives dans notre pays, quand on fait rouler des wagons achetés en Chine, adaptés sur des rails laissés par les Allemands depuis 1914, entre nous, soyons un tout petit peu sérieux. Des rails posés en 1914, pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, souvenez-vous de la visite de Pompidou au Cameroun, où il a travaillé parce que la France a financé pour prolonger ce qu'on appelait le Trans-Cameroun jusque dans le nord, en réalité jusqu'en Ngaoundéré, puisqu'il n'est pas allé plus loin. Et ça, c'est dans les années 70. Et on va en Chine acheter des wagons avec des vieilles locomotives françaises qui datent eux-mêmes de la fin de la Première Guerre mondiale. 4 incongruités réunies pour transporter des Camerounais et les conduire inexorablement vers la mort. Nous devons sortir de là. Nous devons demander au président de la République des comptes et lui dire « Nous voulons la fin de ce contrat qui nous lie à Bolloré. » Nous devons le demander. Ou alors, les Camerounais sont capables, dans un vaste mouvement de résistance pacifique, d'abandonner le rail. Si le président de la République estime que le rail et les accords qui le lient à Bolloré sont tellement importants, nous pouvons reprendre la route. Et nous décidons de boycotter le train. Nous ne voulons plus de Bolloré dans les rails du Cameroun. C'est à nous de le dire. Si nous ne le disons pas, qui est-ce qui le dira à notre place?
Vous voyez jusqu'où va l'indifférence dans notre pays? Un ministre de la République fait une communication en nous disant « On a rendu public le rapport d'enquête commandité par le chef de l'État sur l'accident des ECA. » Alors qu'on a rendu public un communiqué. Un communiqué n'est pas un rapport d'enquête. Aujourd'hui encore, nous attendons ce rapport d'enquête. Il y a de nombreuses familles qui continuent à attendre le retour de leurs. Et tout le monde sait qu'on a enterré des populations camerounaises. On a enterré des Camerounais morts dans de fausses communes dans cette affaire de Bolloré. Dans cet accident des ECA. Alors arrêtez de nous demander de nous unir, de fournir un candidat unique à la prochaine élection présidentielle si nous ne sommes pas capables de nous occuper de l'essentiel. Moi, j'ai passé 6 mois à parcourir le Cameroun, de village en village, pour essayer de savoir ce dont nous avons besoin. J'invite aussi d'autres à faire pareil. Invitez vos leaders claniques, invitez vos chefs de clan, ceux que vous soutenez de jour comme de nuit, à faire exactement pareil. Nous devons le faire. Si vous ne le faites pas, vous voulez que qui le fasse à votre place. Qu'on appelle les journalistes étrangers, alors qu'il y a des journalistes au Cameroun. Qu'on appelle des enquêteurs étrangers, alors que chaque année, il y a des recrutements dans la police camerounaise. Soyons un tout petit peu sérieux. Soyons un tout petit peu sérieux si véritablement nous nous aimons nous-mêmes. Yvan, Arthur, Roger, Di et les autres. Votre mission est de mettre ce message que vous écoutez en ce moment à la disposition des vôtres, à la disposition de tous les membres de différents groupes que vous avez. C'est un devoir citoyen. J'ai entendu un professeur d'université dire malheureusement cette phrase un jour: j'ai réservé mes livres plus tard, pour plus tard, c'est une stratégie. On allume donc une lampe pour la mettre sous le boisseau. On refuse de partager le savoir. On refuse d'entrer en échange avec l'autre. Mais on est champion pour les meurtres, pour les assassinats. Gens de chez moi, il est grand temps que l'on sorte de ces pratiques-là. C'est possible. Nous devons l'essayer. Et moi, je ne veux pas que les gens reviennent me dire « Nous avons essayé, nous n'y sommes pas parvenus. » Parce que l'homme est la mesure de l'homme. L'homme est la mesure du temps. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes capables de beaucoup de réussites. Mais pour ce, il nous faut travailler. Il nous faut arrêter de regarder le ciel comme si c'est de lui que nous viendra tout. Chers concitoyens, gens de chez moi, j'arrive au terme de cet échange avec vous, qui avait pour but non pas de faire une autre communication, mais simplement de répondre aux questions qui me sont posées très souvent inbox. Je vous invite à poser vos questions publiquement. C'est en posant publiquement vos questions que vous me donnerez, vous aussi, moins de travail et vous me permettrez d'aller toujours vers l'essentiel. Il y a beaucoup qui pensent que le problème du Cameroun, c'est l'Église et que si l'Église change, l'État va changer
les mentalités vont changer et très probablement le développement va suivre. Je voudrais vous dire que on ne se développe pas sans une idéologie. On ne se développe pas sans une théologie. Je cite toujours deux pays que je connais profondément, les États-Unis et le Canada. Les États-Unis se sont développés avec une théologie protestante, faite de libéralisme. Et le Canada s'est développé avec une théologie catholique. On a toujours dit au Canada, le ciel est bleu, ce bleu-là c'est le bleu de Marie, et l'enfer est rouge. Ce rouge-là, c'est ce qu'on vit aux États-Unis. Quand vous regardez par exemple l'Union européenne est bâtie sur une théologie chrétienne. C'est pour cela par exemple que la Turquie aura beau faire tout ce qu'elle veut, elle ne fera jamais partie de l'Europe. Quand vous regardez le drapeau de l'Union européenne, le drapeau de l'Union européenne, comptez le nombre d'étoiles, il ne représente pas le nombre d'États. Il représente les étoiles de la couronne de Marie et le bleu est le bleu de Marie. C'est comme ça que Robert Schuman, chrétien catholique, a pensé l'Europe. Donc, je pense que nous aussi, nous pouvons rassembler toutes les religions qui sont dans notre pays, le christianisme, l'islam et les religions traditionnelles, nous pouvons les mettre ensemble pour dégager la force, le souffle dont nous avons besoin pour nous développer. Mais le premier combat que nous avons à mener et la première victoire que nous avons à remporter, c'est la victoire contre l'indifférence. Nos cœurs se sont trop asséchés. J'ai tellement entendu les gens dire « Je suis pris dans un piège du quotidien. Il faut que je travaille pour faire vivre les miens. Je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. » Mais qui est l'autre, sinon le prolongement de nous? My dear compatriot, ladies and gentlemen, I choose today to have a real discussion with you, with all the members of our national community. I think that we have a possibility to build a new Cameroon. We have a possibility to be a nation. And if we want to be a nation, I think that we have a possibility now to draw a nation. We have a possibility now to put over our nation all of the members of this community who try every day to destroy our value. My dear compatriots, ladies and gentlemen, when I see the sky, I imagine what can be our nation. We have a possibility in our family to know who killed the Bishop of Bafia. We have a possibility to know who destroyed our nation, who destroyed the fundament of our nation. We have a possibility now. Try every day
to invite the President of the Republic, the Délégué général à la Sûreté nationale, try to invite them to give us the answer. We have a mission to oblige all of us to give us the answer of our question. Ladies and gentlemen, all ethnics, all the social groups in our country have their religions, have their culture, but if we want to build a nation, it is important for us to have a same culture, a same political culture, because I think that is a political culture is the unique value that we have to build a nation. Mes chers concitoyens, nous devons interroger aussi le silence de l'Église face à la décadence morale que nous vivons aujourd'hui, parce que l'Église a perdu les valeurs qui furent les siennes il y a quelques décennies encore. Le Père Angèle Bermevin a été l'un des plus grands penseurs de la théologie de la libération. Regardez ce que la théologie de la libération a fait au Brésil. Regardez ce que la théologie de la libération a fait au Nicaragua. Regardez ce que la théologie de la libération a fait en Bolivie. Elle aurait pu faire exactement la même chose chez nous. Si nous n'avions pas eu des hommes et des femmes cupides, avides de pouvoir, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Il y a un pouvoir qui vient des sectes. Il y a un pouvoir qui vient du diable. C'est pour cela que beaucoup pactisent avec lui. Mes amis, gens de chez moi, je vous souhaite un bon après-midi.